Bonjour et bienvenue dans Questions aux experts. Nous allons aujourd'hui parler d'une maladie qui toucherait 4 millions de personnes en France, une maladie qui constitue un vrai handicap dans la vie de tous les jours, l'asthme, qui prend parfois une forme sévère, qui peut aller jusqu'à justifier une hospitalisation et qui surtout cause dans notre pays près d'1 millier de morts chaque année. Alors, pour répondre aux questions de nos internautes que je vais relayer durant 20 minutes, nous accueillons le professeur Camille Taillé. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes pneumologue à l'hôpital Bichat à Paris et vous allez nous éclairer sur cette maladie, sur ses causes, sur les différents symptômes, sur les traitements et puis surtout sur son impact sur la vie quotidienne des patients. Et une des premières questions que nous ont posées nos internautes à l'annonce de cette émission, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'asthme sévère ? À partir de quels symptômes donne-t-on ce qualificatif à la maladie ? Alors, l'asthme sévère, c'est un asthme qui a la particularité d'être résistant aux traitements que l'on donne habituellement. Donc, les traitements habituels, c'est les corticoïdes par voie inhalée, qui sont en général associés à un autre traitement qu'on appelle les bronchodilatateurs, de longue durée d'action, et éventuellement des anticholinergiques ou du montelukast. Et donc, le fait de recevoir ces traitements à forte dose depuis au moins 12 mois et que ce traitement ne soit pas suffisant pour contrôler les symptômes, eh bien, ça fait porter le diagnostic d'asthme sévère. D'accord. En revanche, les symptômes sont les mêmes que dans un asthme entre guillemets normal. Tout à fait. Donc, ce sont les mêmes symptômes, c'est-à-dire ceux que les asthmatiques connaissent bien, la toux, les sifflements, le fait d'être essoufflé, le fait de se réveiller la nuit. Donc, ce sont les mêmes symptômes, souvent quand même plus intenses et qui ont la particularité, pour le coup, d'être là tout le temps, régulièrement, même en dehors des crises, alors que les asthmatiques non sévères ont l'habitude d'alterner des périodes où ils se sentent bien et des périodes de symptômes. Les asthmatiques sévères, eux, ont les symptômes en permanence. Alors, on a pas mal de questions sur la manière dont on diagnostique cette maladie. Ça se passe comment ? C'est à partir de quels premiers symptômes et puis quel type d'examens sont pratiqués pour pouvoir qualifier un asthme ? Alors, les symptômes peuvent être assez variables selon les patients. Il y a des patients dont le symptôme prédominant, c'est la toux. Donc, une toux chronique, notamment si elle est un peu sèche et pas très sécrétante, doit faire évoquer le diagnostic. Les épisodes d'essoufflement, qui surviennent généralement avec des sifflements et qui ont la particularité aussi de réveiller les patients la nuit ou de réveiller au petit matin. Ce sont des symptômes qui doivent évoquer le diagnostic. Et puis aussi le fait d'être essoufflé à l'effort, on doit faire évoquer le diagnostic. Et l'ensemble de ces symptômes doit faire consulter un pneumologue parce que les symptômes ne sont pas spécifiques du tout et on a besoin de confirmer le diagnostic avec un test respiratoire qu'on appelle une épreuve fonctionnelle respiratoire. On va mesurer le débit aérien et on va confirmer le diagnostic avec ce test fonctionnel. Pour le patient, en quoi il consiste précisément ce test respiratoire ? Donc, il est fait la plupart du temps par un pneumologue, mais il y a certains généralistes qui pratiquent la spirométrie dans leur cabinet. Et donc, c'est un test très simple où, avec un petit appareil, on va mesurer le souffle et on va mesurer l'obstruction au niveau des voies aériennes. Donc, c'est un test qui n'est pas douloureux du tout, qui est très simple à faire et qui peut se répéter plein de fois si nécessaire et qui va être répété d'ailleurs au cours du suivi des patients. Alors, beaucoup d'interrogations également de la part de nos internautes sur les causes de cette maladie. Est-ce qu'on les connaît ? Est-ce qu'elles sont multiples ? Quelles sont les plus fréquentes et les plus importantes ? Alors, les causes, on les connaît pas, en fait, exactement. On ne sait pas pourquoi un patient devient asthmatique du jour au lendemain, parce que d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. L'asthme peut débuter à 40 ans, à 50 ans, à n'importe quel âge. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un facteur génétique qui est indéniable, puisqu'il y a des familles d'asthmatiques et des familles d'allergiques. Donc, il y a un terrain génétique, même s'il n'y a pas un seul gène. Il y a le rôle de l'environnement qui est important, puisqu'on sait que c'est plus fréquent dans les pays occidentaux où il y a de la pollution, où on a une alimentation riche en graisse, où on vit dans un environnement très aseptisé. Ça, on sait que ça contribue au développement de l'asthme. Et puis, il y a aussi, par exemple, l'exposition aux polluants ou à certains éléments de l'environnement professionnel qui peuvent contribuer au développement. Mais en tout cas, c'est une association de facteurs, on va dire, mais pas de cause particulière. Est-ce que c'est une maladie qui est en augmentation en termes du nombre de personnes touchées ? Oui, c'est une maladie qui a beaucoup augmenté les 20 dernières années. En France, chez les adultes, on a l'impression qu'on a atteint le plateau, mais ça a beaucoup augmenté ces 20 dernières années, en France comme dans tous les pays occidentaux. Donc, on a parlé d'une véritable épidémie d'asthme, c'est vrai. Alors, beaucoup de nos internautes font le lien entre l'asthme et l'allergie, et vous l'avez fait vous-même d'ailleurs dans les causes possibles de la maladie. Est-ce qu'on peut être asthmatique sans être allergique ?
Oui, et ça c'est très important de le savoir. L'allergie fait le terrain de l'asthme, c'est le même terrain immunitaire, on va dire, mais on peut tout à fait avoir un authentique asthme sans avoir aucune allergie. Donc ça n'exclut pas du tout le diagnostic. Et chez les adultes, on considère que c'est peut-être jusqu'à 30 à 50% des asthmatiques adultes qui n'ont pas d'allergie. Alors que chez les enfants, en revanche, l'allergie est très fortement associée à l'asthme. Alors justement, vous évoquez les enfants. À partir de quel âge on peut diagnostiquer un asthme chez les enfants? Est-ce que ça peut être chez un bébé, par exemple? Alors chez un bébé, c'est un petit peu particulier parce qu'il y a d'autres causes de sifflement, notamment les infections respiratoires, les infections virales, peuvent faire que le bébé est ce qu'on appelle un bébé siffleur. Et donc, en tout cas, chez un jeune enfant avant 3 ans, on ne posera pas le diagnostic d'asthme juste sur un et seul épisode de sifflement. Il faudra qu'il y ait une répétition de ces épisodes de sifflement pour poser le diagnostic. Donc avant 3 ans, les critères ne sont pas tout à fait les mêmes. Après 3 ans, on garde globalement les mêmes critères diagnostiques. Et est-ce que les bébés qui font régulièrement des bronchiolites, les bébés ou les jeunes enfants qui font régulièrement des bronchiolites, risquent davantage de souffrir d'un asthme plus tard? Oui, on pense que le fait d'avoir fait des infections respiratoires fréquentes peut faire le lit d'un terrain asthmatique après. C'est possible. Alors on évoquait tout à Mais l'heure. pas complètement. Donc il faut pas non plus s'inquiéter d'un enfant qui a fait une bronchiolite. C'est pas non plus forcément un enfant qui va devenir asthmatique. On évoquait tout à l'heure l'impact de cette maladie sur la vie quotidienne, la vie de chaque jour, aussi la vie de chaque nuit. Pourquoi les crises sont plus fréquentes la nuit, nous demandent beaucoup de nos internautes, qui manifestement ont ces symptômes qui arrivent beaucoup pendant la nuit? Oui, d'ailleurs, c'est très important de le noter, de le signaler au médecin parce que c'est un critère diagnostique qui est important. Il y a pas beaucoup de maladies qui réveillent comme ça au petit matin, vers 5 heures du matin. Donc, c'est lié en fait au cycle nictéméral et au fait que à cette heure-là, vers le petit matin, il y a une hyperréactivité bronchique qui est plus importante. Il y a ce qu'on appelle le tonus bronchique qui est plus important et les bronches se réactivent un peu à cette heure-ci. Et ça explique ce symptôme très caractéristique de la maladie qui est le réveil vers la fin de la nuit ou le petit matin. Est-ce qu'il peut y avoir une position pour dormir ou un volume d'oreiller particulier, la tête un peu plus haute et tout, pour éviter justement la survenue de ces crises pendant la nuit? Non, pour les éviter, il y a pas de choses très spéciales. Les asthmatiques, spontanément, quand ils sont pas bien, ont tendance à se relever et à dormir un peu plus assis. Donc ça, c'est parce que ça facilite leur respiration. Bien prendre son traitement avant de se coucher, je pense que c'est important. Pour ceux qui ont un traitement à prendre 2 fois par jour, ça peut éviter ces réveils-là. Et puis, il ne faut pas oublier, pour ceux qui ont de l'allergie, et notamment ceux qui ont l'allergie aux acariens, les acariens se logent dans la literie et donc c'est important de vérifier qu'on a bien appliqué les mesures anti-acariens pour ceux qui ont cette allergie-là. Parce que pour le coup, on va être exposé toute la nuit aux acariens et ça peut aussi expliquer certaines exacerbations nocturnes. Alors on va venir tout à l'heure, on a pas mal de questions sur les traitements, mais vous l'évoquiez à l'instant, est-ce qu'il est possible, malgré ces traitements, de prendre, quand on a des problèmes de sommeil à cause de l'asthme, un somnifère? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Si c'est vraiment l'asthme qui réveille, c'est-à-dire la toux, l'oppression thoracique, c'est pas les somnifères qui vont régler la question, c'est le traitement de fond. Ça veut dire que le traitement, il n'est pas adapté. Ça correspond à ce qu'on appelle un asthme mal contrôlé. Et donc, il faut absolument revoir le traitement de fond avec le médecin traitant. Le réveil nocturne, ça signe le traitement qui n'est pas adéquat. Donc, il faut revoir ça. Le somnifère ne va pas régler ça. Et peut-il y avoir un lien entre des crises d'asthme et l'apnée du sommeil? Oui, c'est possible. On sait que l'asthme favorise l'apnée du sommeil et l'apnée du sommeil favorise l'asthme par des mécanismes qui sont un petit peu complexes, mais on sait que ces deux maladies sont associées. Et donc, s'il y a vraiment un syndrome d'apnée du sommeil, il est important de le traiter. Et le traitement de l'apnée du sommeil pourrait avoir un impact sur le contrôle de l'asthme. Donc, il faut le dépister si on a des signes évocateurs, c'est-à-dire si on a une somnolence dans la journée ou des ronflements importants. Ça va faire partie, entre guillemets, de la prise en charge de l'asthme. Pas mal de questions aussi pleines d'espérance. Peut-on guérir de l'asthme? Je suis désolée de briser un peu cet espoir. Pour l'instant, on ne sait pas guérir l'asthme. On sait contrôler l'asthme, c'est-à-dire qu'on sait donner des traitements qui font que les gens peuvent être très bien, voire complètement sans symptômes, même dans l'asthme sévère. Mais en revanche, quand on arrête le traitement, la maladie est toujours là. Donc guérir l'asthme, je pense que pour l'instant, c'est un rêve. On y arrivera peut-être, mais pour l'instant, on ne sait pas. Et donc, c'est important parce qu'il y a une période de la vie où l'asthme souvent disparaît, entre guillemets, ce qu'on appelle la rémission qu'on observe souvent chez les adolescents.
qui est une période où l'asthme devient très peu symptomatique, voire réellement complètement asymptomatique. Et il ne faut pas complètement espérer que ce soit une guérison, parce que souvent, quand ces adolescents vont devenir des jeunes adultes, on peut voir la maladie réapparaître. Donc il faut rester vigilant vis-à-vis de ça. Vous les évoquiez tout à l'heure dans les grandes lignes, mais on a des demandes de précision sur justement quels sont les traitements. Est-ce qu'il y a des traitements de fond? Est-ce qu'il y a des traitements qui sont à prendre uniquement au moment des crises? Comment on gère un peu tout ça? Alors, tout asthmatique doit avoir deux types de traitements. Alors, les traitements sont les inhalateurs, les sprays. Il doit y avoir un traitement de fond qui est à base de cortisone, donc l'anti-inflammatoire qui va contrôler la maladie, et un traitement de secours qui est un bronchodilatateur de courte durée d'action, ce que les asthmatiques appellent leur ventoline, vulgairement parlant, leur et meilleur qu'on prend compagnon. ponctuellement. Voilà, qu'on prend ponctuellement quand on est gêné, c'est-à-dire quand on tousse, quand on siffle, quand on est oppressé. Donc, tout asthmatique doit avoir ces deux types de traitements, un tous les jours, qu'il faut prendre régulièrement, et un qu'on prend quand on a besoin. Alors j'ai justement une question de quelqu'un qui me dit, mon médecin me dit qu'il est juste important de traiter les crises et pas forcément d'accompagner ça d'un traitement de fond. Il a raison ou c'est dangereux? Alors je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il faut surtout voir la crise comme une poussée inflammatoire. L'asthme, c'est une maladie inflammatoire, c'est-à-dire qu'il y a de l'inflammation en permanence dans les bronches et que parfois, il n'y a pas trop de symptômes, et puis parfois, ces symptômes vont s'exacerber au moment d'une infection virale, d'un stress, d'une exposition à des polluants. C'est ce qu'on appelle la crise. Mais la crise, en fait, c'est une augmentation brutale de l'inflammation. Et donc, quand elle survient, c'est juste le symptôme d'un traitement de fond qui n'est pas adapté complètement. Donc, il ne faut pas traiter la crise, et il faut traiter surtout la maladie de fond. Et si on traite bien, normalement, la crise ne surviendra pas. C'est la meilleure façon de prévenir les crises. Alors, on dit que les asthmatiques sont des personnes particulièrement à risque face à la Covid-19. Est-ce que c'est vrai et pour quelles raisons? Non. Alors, on l'a dit au début. Parce que les patients asthmatiques sont habituellement très sensibles aux infections respiratoires hivernales, le rhinovirus, la grippe, ça on le sait, sont des infections qui déclenchent des exacerbations sévères, voire parfois mortelles. Donc c'est pour ça que les asthmatiques doivent se vacciner contre la grippe. Et donc quand la Covid est arrivée, on a pensé que ça allait toucher les asthmatiques. Et en fait, toutes les données épidémiologiques et toutes les données cliniques montrent que les asthmatiques ne sont pas une population à risque, c'est-à-dire qu'ils ne font pas plus souvent l'infection par Covid que les autres, et surtout lorsqu'ils la font, ils ne font pas des infections particulièrement sévères. Ce qui veut dire qu'ils doivent appliquer les mêmes règles que tout le monde en termes de masque, de lavage des mains, de protection, mais en tout cas pas spécialement à risque. L'autre point important à dire, c'est que on a beaucoup parlé des corticoïdes au début de cette infection. Les corticoïdes inhalés, le traitement de fond doit être maintenu, il n'est pas délétère, il n'est pas dangereux, et au contraire, on pense qu'il protège les asthmatiques contre l'infection virale. Donc il faut maintenir le traitement de fond, et s'il y a une exacerbation d'asthme qui vient, il faut prendre les corticoïdes oraux comme d'habitude. Donc ça, c'est un message sur lequel il faut être très clair. Là, vous voyez, vous apportez des nouvelles rassurantes. Oui, des questions aussi sur le rôle du stress dans le déclenchement de la crise d'asthme. Il est noté par pas mal de nos internautes. Oui, ils ont raison, il est réel. Le stress, effectivement, peut authentiquement déclencher des crises d'asthme, et ça ne veut pas dire que l'asthme est une maladie psychosomatique. C'est une maladie qui peut être influencée par les humeurs, etc. Mais le stress, un gros stress, peut effectivement déclencher une crise d'asthme, et donc il faut éviter les stress en général quand on est asthmatique. Oui, c'est vrai. Quels sont les sports que peut pratiquer un asthmatique ? Est-ce qu'il y a des contre-indications pour un certain nombre d'activités? Donc l'asthmatique peut pratiquer tous les sports, sauf la plongée avec bouteille. Donc tous les sports, c'est-à-dire tous les sports qu'il a envie de pratiquer et pour lesquels il se sent capable de le faire. Il n'y a rien qui est interdit. La seule chose, c'est quand on fait du sport, en général, il est recommandé de prendre son traitement de secours 10 minutes avant, à titre de protection, et d'avoir en gros son traitement de secours avec soi, parce que parfois l'effort, notamment lorsqu'on le fait dehors, qu'il fait l'air froid et l'air est sec, ça peut déclencher des crises d'asthme. Donc il faut avoir son traitement dans ces conditions particulières. Mais sinon, tous les sports sont autorisés. Le seul qui est contre-indiqué, c'est la plongée avec bouteille. Et de toute façon, pour faire de la plongée avec bouteille, il faut un certificat de médecin de la société pour avoir l'autorisation.
C'est quoi la raison C'est que l'air qu'on respire avec les bouteilles est un air sec qui peut déclencher des crises si l'asthme n'est pas bien équilibré, et une crise qui surviendrait sous l'eau peut être fatale. Est-ce que la kinésithérapie respiratoire, comme par exemple pour la bronchiolite des enfants, est-ce que ça peut servir dans l'asthme? Est-ce que ça peut soulager une crise? Alors, soulager la crise, non, parce qu'au moment de la crise, les patients sont très essoufflés et c'est une période qui est compliquée pour faire des exercices. En revanche, pour les asthmatiques, il y en a certains qui sont très sécrétants, c'est-à-dire qu'ils ont une toux grasse, ils se sentent souvent encombrés. Après une poussée, ça peut les aider effectivement pour expectorer et drainer les bronches pour ceux qui ont une forme très, très sécrétante. Mais au moment de la crise, c'est pas forcément une bonne idée. Il faut surtout prendre le traitement anti-inflammatoire. En revanche, le kiné peut avoir un autre rôle chez les asthmatiques, notamment chez les asthmatiques sévères, c'est de les aider à reprendre une activité physique et à se remettre à l'effort et se faire ce qu'on appelle du réentraînement à l'effort. Et là, le kiné a un rôle très important pour ça. En cas de crise, sans avoir avec soi l'inhalateur qui permet de soulager la crise, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, c'est ce qui ne devrait jamais arriver, justement. C'est la pire des choses qui peut arriver à un asthmatique, c'est de ne pas avoir son traitement sur soi. Si on ne l'a pas, il faut faire le 15 immédiatement. Dire qu'on est asthmatique, dire qu'on n'a pas son traitement, et il y a des procédures particulières du SAMU pour prendre en charge les patients asthmatiques, parce qu'on sait que l'exacerbation d'asthme, c'est quelque chose qui peut aller très vite, très mal, et donc il ne faut pas attendre. Ça, c'est un message. Lorsque la crise survient, que la crise est inhabituelle, plus sévère que d'habitude, ou qu'à fortiori on n'a pas son traitement, on appelle le 15, vraiment. Et on ne se rend pas soi-même aux urgences, c'est quelque chose qui est dangereux. Il faut que le transport soit médicalisé. Ensuite, normalement, les pharmaciens peuvent délivrer un traitement de secours à un asthmatique qui ne l'aurait pas sur lui. Donc, si on est en ville, on peut se rendre dans une pharmacie et demander au pharmacien de fournir un traitement et d'appeler le 15 au passage. Est-ce qu'il existe parallèlement au traitement de fond des remèdes entre guillemets naturels qui permettent d'améliorer un peu la vie des asthmatiques ? Alors, à part le traitement par corticoïdes inhalés, c'est vraiment la base du traitement. Mais après, je sais qu'il y a beaucoup d'asthmatiques qui pratiquent d'autres choses, du yoga ou de l'acupuncture ou des choses comme ça. Ça peut être des compléments intéressants dont l'efficacité n'est pas validée sur le plan scientifique, mais quand ce sont des pratiques qui sont associées au traitement de fond, je pense qu'elles peuvent aider le patient à vivre sa vie et à gérer son traitement de manière plus adaptée. Donc, c'est pas contre-indiqué du moment que ça ne se substitue pas au traitement de l'asthme. Nous avons reçu pas mal de questions sur les crises d'asthme en réaction à des changements de température, soit des fortes chaleurs, soit du froid qui arrive brutalement. Est-ce que c'est normal que les crises se déclenchent comme ça avec des évolutions, enfin quand on est sur des moments de température un peu extrêmes ? Oui, tout à fait. Les bronches des asthmatiques sont ce qu'on appelle des bronches hyper réactives, c'est-à-dire qu'elles sont sensibles au stress, à l'humidité, au froid, à la chaleur, à l'air sec ou à l'air humide. Et c'est pour ça que les asthmatiques ressentent très violemment ces changements de température, le fait de passer de l'intérieur à l'extérieur. Les orages sont mal vécus, les atmosphères chaudes et humides, c'est-à-dire la canicule, souvent c'est mal vécu. C'est lié au fait que les bronches sont sensibles à l'air, à ces variations hygrométriques. Et donc, c'est naturel. Et donc, souvent, ils vont développer des attitudes de protection, c'est-à-dire, par exemple, de mettre un cache-nez le matin avant de sortir pour réchauffer l'air avant qu'il rentre dans les bronches. Ce sont des petits trucs qui peuvent aider à supporter ces variations hygrométriques qui sont normales, qui font partie de la maladie. Quels sont les conseils de prudence à donner lorsqu'il y a des pics de pollution dans les grandes agglomérations ? Est-ce qu'il faut, alors en ce moment c'est naturel, mais est-ce qu'il faut, en dehors des périodes comme celles que nous traversons, porter un masque pour les asthmatiques quand il y a des pics de pollution ? Alors malheureusement, les masques chirurgicaux tels qu'on les porte actuellement ne protègent pas de la pollution, c'est une question de taille de particules. Donc porter un masque, c'est pas tellement recommandé. En revanche, ce qu'on propose, c'est surtout d'éviter les efforts intenses dehors, notamment aller faire un jogging au moment d'un pic de pollution, c'est une très mauvaise idée. Donc c'est surtout éviter les gros efforts et puis bien prendre son traitement, voire intensifier un petit peu son traitement de fond, augmenter ses doses de corticoïdes inhalés sur les périodes de pic de pollution, ça peut être utile.
Alors, puisque vous évoquez les traitements, et on va probablement d'ailleurs terminer avec cette question, est-ce qu'il y a de nouveaux modes de prise en charge de cette maladie qui sont actuellement à l'étude? Est-ce qu'on avance dans la prise en charge de l'asthme ou est-ce qu'on est arrivé à une situation dont, entre guillemets, les asthmatiques devront se contenter? Alors on avance surtout pour les patients asthmatiques sévères, puisqu'il y a il y a 4-5 nouveaux médicaments qui ont été commercialisés sur les 10 dernières années, qui sont des traitements qui se donnent par voie injectable, sous-cutanée, tous les mois, et qui sont des traitements qui sont extrêmement efficaces pour traiter l'asthme sévère. Donc pour ce sous-groupe de patients qui est très invalidé par la maladie, oui, on a fait de gros progrès. Et c'est tant mieux. Malheureusement, ce ne sont pas encore des traitements qui guérissent l'asthme, mais qui permettent de le contrôler. Pour les autres patients qui n'ont pas de l'asthme sévère, c'est vrai qu'on reste encore sur des traitements à prendre tous les jours. Et donc là, il y a encore aussi peut-être des progrès à faire pour pouvoir essayer de faire en sorte que le traitement soit moins contraignant pour tous ces patients-là. Mais donc, il y a d'autres façons de donner les traitements. C'est-à-dire ? Alors, on peut, pour certains patients, donner les traitements, non pas tous les jours, mais de manière discontinue, à la demande, ou juste sur certaines périodes. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut discuter avec son médecin traitant ou avec son pneumologue. Voilà. Mais ce sont des modes d'administration qui changent plutôt que de nouvelles molécules. Justement, une toute dernière question là-dessus. Le médecin traitant, c'est le bon interlocuteur pour contrôler un asthme ou il faut toujours avoir recours à un pneumologue ? Non, je pense que le médecin traitant, il est tout à fait bien placé pour le diagnostic et la prise en charge. Et notamment, le médecin traitant, il a un rôle très important à jouer au moment des exacerbations, puisque c'est lui, en général, qui est le mieux placé pour voir les malades en urgence au moment où ça ne va pas très bien. Et puis, en revanche, le médecin traitant, il peut avoir recours au pneumologue quand la situation devient compliquée, avec des asthmes un peu plus difficiles ou des asthmes sévères. Là, il faut vraiment qu'il y ait l'avis d'un pneumologue en complément du médecin traitant. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup, professeur Camille Taillé, pour la clarté et la précision de vos réponses. Merci à vous tous pour votre participation à travers les questions que vous nous avez fait parvenir. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site Pourquoi Docteur, sur notre chaîne YouTube. Et à partir de nos espaces sur les réseaux sociaux, vous pouvez apporter vos commentaires ou d'autres interrogations. Merci aussi de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission Questions aux experts. Au revoir.